Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Comme vous le savez, au Sénat, une commission d'enquête a été mise en place pour évaluer la gestion de la crise du Covid-19. La semaine dernière, les sénateurs de cette commission auditionnaient Jean Rottner, président de la région Grand Est, territoire particulièrement touché par l'épidémie. Alors, comment s'est déroulée la gestion de crise dans la région? Quel fut le rôle de l'Agence régionale de santé du Grand Est? La solidarité des communes au sein de la région? Le besoin de décentralisation? Autant de sujets évoqués lors de cette audition. Je vous propose de regarder ces échanges et on se retrouve après. Nous entamons donc, mes chers collègues, aujourd'hui nos travaux avec l'audition de Jean Rottner, président de la région Grand Est. Nous avons souhaité, Monsieur le Président, privilégier dans un premier temps une approche de la gestion de la crise sanitaire au plus proche des territoires. La région Grand Est a été marquée par les conséquences de la tenue du 17 au 24 février dernier d'un rassemblement religieux de plus de 2000 personnes venues de toute la France et de pays limitrophes qui a joué un rôle de surpropagateur du virus. Nous étions alors au premier stade de l'épidémie et cet événement a constitué un accélérateur avec des cas recensés dès la semaine suivante en Bourgogne-Franche-Comté, dans la Manche, à Paris, mais aussi en Corse ou en Guyane. Revenir sur cet événement intervenu relativement précocement dans la chronologie d'épidémie en France devrait nous permettre d'examiner les outils d'alerte et de veille qui étaient en place et la façon dont l'épidémie a été prise en charge par la suite. Nous souhaitons aujourd'hui recueillir le retour d'expérience du président de la région qui a piloté dans la région. Tous les acteurs disponibles ont-ils été sollicités à hauteur de leur capacité, qu'il s'agisse de la médecine de ville ou des cliniques privées, alors que nous avons tous en tête les images de l'hôpital de campagne déployé à partir du 20 mars par le service de santé des armées et des transferts de malades pour venir soulager les capacités hospitalières. Comment aussi les EHPAD qui accueillent les personnes vulnérables ont été pris en considération. Quels enseignements, Monsieur le Président, en avez-vous tiré si une autre crise devait survenir? Ce sont notamment, je pense, ces questions que nous souhaitons vous poser. Mais conformément aux procédures applicables aux commissions d'enquête, je vais d'abord vous demander de prêter serment. Je vous rappelle que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Monsieur Rottner, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Je vous laisse maintenant désormais la parole pour une présentation d'une dizaine de minutes environ avant de passer aux questions des rapporteurs, puis évidemment des autres membres de notre commission d'enquête. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je ne sais pas si je veux dire je suis heureux d'être devant vous. En tout cas, c'est avec un grand respect que je suis devant cette commission d'enquête qui, je crois, fait un travail utile et un travail indispensable pour que nous puissions avancer et que face éventuellement à une nouvelle crise, nous puissions être plus efficaces. Je m'exprimerai devant vous naturellement comme président de région avant tout. C'est à ce titre et au titre de mon engagement politique que j'ai peut-être joué un rôle dans cette crise qui a particulièrement touché ma région et ma ville de Mulhouse tout particulièrement. Je le ferai aussi avec mon expérience et ma sensibilité de médecin et de médecin urgentiste tout particulièrement. Président aujourd'hui le conseil de surveillance du groupement hospitalier de la région mulhousienne. Et c'est à ces différents titres finalement que j'essaie d'avoir du recul et surtout, je crois, comme je l'ai fait tout au long de la crise, une forme d'humilité. Une forme d'humilité parce que après coup, il est toujours très facile de venir juger, de se rappeler, de penser de croire qu'il eût été. Et finalement, cette crise, pour moi, elle débute, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Je crois me souvenir dans une réunion à la mairie de Mulhouse où nous voyions apparaître sur nos tablettes une information de la presse locale nous parlant de 2 clusters familiaux à Mulhouse. Naturellement, nous tournons vers le préfet pour en savoir plus.
Et nous sommes là dans les premiers jours, dernier jour du mois de février et premiers jours du mois de mars. Et le préfet qui nous dit, non, pour l'instant, il s'agit de 2 clusters familiaux. Les jours passant de manière très rapide, plutôt les heures passant de manière très rapide, nous arrivons très rapidement sur le 1er, 2, 3 mars avec l'admission le 2 mars du premier patient en réanimation au centre hospitalier de Mulhouse avec le médecin réanimateur qui fait, je crois, pour la première fois, le vrai rapport entre le rassemblement religieux auquel vous faisiez référence tout à l'heure et la possibilité, effectivement, d'avoir non pas un cluster, mais un vrai foyer épidémique. J'utilise souvent le terme de rouleau compresseur épidémique. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Mulhouse. Et la particularité de notre département a été de devoir, de ce fait, s'organiser très rapidement, passer très rapidement au plan blanc, prendre les dispositions et finalement transformer 2 hôpitaux, celui de Mulhouse et celui de Colmar, en hôpitaux pratiquement spécialisés pour la prise en charge des malades Covid en quelques heures. La directrice de l'hôpital m'informe de manière très répétée de la situation et devant l'explosion des appels au SAMU Centre 15, je décide d'ailleurs moi-même d'aller les renforcer pendant quelques heures, ce que je fais le 4 mars pendant toute la soirée de 18h à 1h. Et je me rends bien compte là, par mon expérience, on n'est plus à quelques cas, on n'est plus dans un cluster, tous les appels, toute la soirée, avec une ligne renforcée de médecins. On est déjà pratiquement en double régulation, on arrive pratiquement déjà à ce chiffre qui pour Mulhouse est important pendant une longue période de 2000 appels jour au SAMU Centre 15, là où d'habitude on en a entre 500, 600, 700 dans les jours les plus forts. Et donc je m'aperçois que durant toute cette soirée, effectivement, tous les appels tournent autour de ce sujet et que déjà les médecins se sont particulièrement bien préparés et arrivent à faire un diagnostic et à orienter correctement les patients entre ceux qui devaient bénéficier de soins hospitaliers du fait de la gravité de leurs signes, ceux qui pouvaient rester à la maison dans une organisation de premier recours, la médecine de ville, sur laquelle je reviendrai, et ceux qui s'inquiétaient peut-être de trop. En tout cas, le diagnostic, la performance médicale a été confirmée là aussi par bon nombre de médecins qui étaient en position hospitalière d'accueil et qui disaient les gens qui viennent, ils méritent vraiment de venir, et il n'y avait pas de surchauffe due à des cas bénins. Je vous dis cela parce que le 5 mars, je me suis fendu d'un SMS au chef de l'État en lui disant « Attention, Mulhouse, en tout cas, et le Haut-Rhin, nous sommes dans une vraie vision. Il faut la considérer comme étant une épidémie. » Et il y a une différence entre le discours national que l'on entend, où les choses étaient maîtrisées, on était en stade 2, et ce que je vivais moi au quotidien, ce que Mulhouse vivait au quotidien, qui était effectivement une véritable épidémie avec des foyers qui partaient de partout. La ville de Mulhouse est passée dès le 3 mars d'ailleurs en cellule de crise. Des décisions de fermeture commencent à être envisagées, des écoles, des lieux publics. Tout cela se fait naturellement en coordination et en cohérence avec le préfet du département, l'ARS qui est là. Bien petit à petit, on arrive finalement à la première ouverture d'unité Covid à Mulhouse le 4 mars. Le 5 mars, des cas sont confirmés, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, un petit peu partout en France hexagonale, avec une origine mulhousienne bien ciblée. Moi-même, je fais le 5 mars une tournée des lycées comme président de région parce que j'ai des agents qui sont malades, des inquiétudes dans les lycées, chez les professeurs, chez les élèves. Je me veux relativement rassurant, ne pensant pas. Et le 6 mars, les choses s'accélèrent tellement que le Premier ministre prend la décision, en tout cas dans notre département, de passer en stade 2 renforcé. Nous déclenchons au niveau de l'hôpital de Mulhouse le premier plan blanc dès le 7 mars. Nous nous engageons à ce moment-là dans une forme à la fois de course-poursuite sanitaire
est déjà, en tout cas au niveau régional, dans une anticipation de la crise économique, puisque ce que nous ressentons, la fermeture des commerces, par exemple chez nous, nécessite déjà des contacts là aussi avec le monde économique et des dispositions qui doivent être prises le plus tôt possible. C'est à ce moment-là aussi qu'apparaissent en tout cas de la part de nos amis transfrontaliers des premiers signes d'inquiétude. Et le Robert Koch Institut publie une carte du Grand Est qui est déjà en rouge et recommande aux ressortissants allemands de ne plus venir sur notre territoire. C'est un peu la grosse surprise en Allemagne, c'est la grosse surprise aussi chez nous. C'est la préfiguration de dispositions d'ailleurs qui sont prises, fermeture des frontières, beaucoup d'inquiétudes, des mots qui font un petit peu mal après coup de la part de nos amis allemands, politiques ou non. En tout cas, une vraie nécessité là aussi de prendre contact avec mes homologues, et ce que je fais le 11 mars en ayant les 3 présidents de l'Under au bout du fil en disant attention, n'allez pas trop vite, restons en contact, et nous prenons la décision le 12 mars de mettre en place une cellule transfrontalière avec les autorités naturellement de l'État en France, l'ARS, s'y joindront après les départements. J'ai pris cette disposition puisque depuis la fameuse loi Alsace, le président de région et le préfet ont une forme d'expérimentation diplomatique transfrontalière de proximité. En tout cas, ça a plutôt bien marché, puisque nos amis allemands sont revenus vers nous assez rapidement, en ayant fait le point entre eux. Et aux alentours du 19-20 mars, nous annonçons qu'ils sont prêts à ouvrir leur lit de réanimation et à venir en renfort en cas de besoin. Entre le 11 et le 19 mars, il y a une vraie augmentation des cas. Nous sommes nous-mêmes assez stupéfaits puisque juste avant ce week-end d'élection de premier tour, alors que nous souhaitions encore être un peu rassurants pour tout le monde, il y a en 24 heures une terrible explosion des cas, plus de 200 admissions supplémentaires entre Colmar et Mulhouse, 30 patients en réanimation supplémentaire, 20 décès en 24 heures. Et là, on se dit que vraiment, il y a quelque chose de terrible qui est en train de se passer. C'est d'ailleurs les mots que j'emploie à un moment donné dans la presse nationale le dimanche des élections en disant, écoutez, les élections, c'est une chose. Ici, c'est vrai que ça fait 8-10 jours que nous sommes complètement concentrés sur une autre organisation. Et petit à petit, les choses s'enchaînent. Et c'est là que apparaissent des défauts d'organisation, clairement. Une médecine de ville, infirmières, médecins libéraux qui nous disent « bon, on veut bien monter au front, mais on n'est pas équipé » ou « on n'est pas suffisamment équipé ». Une tension extrême sur tous les équipements hospitaliers de protection. Des directeurs d'hôpitaux qui vous disent « je sais que j'ai un stock jusqu'à demain soir, jusqu'à après-demain, mais après je ne sais pas quand, combien viendront et dans quelles conditions ». Donc de vraies difficultés d'anticipation. Et mon expérience professionnelle, en tout cas, m'a toujours démontré qu'il faut que le back-office, en cas de crise, soit particulièrement performant pour que les gens qui soient à l'avant ne se posent pas les questions. Et il y avait une forme d'inquiétude. Et nous avons dû faire, là aussi, face à ces difficultés humaines énormes. Et je crois qu'ils laisseront vraiment des stigmates, des cicatrices chez le personnel soignant, où il a dû faire face collectivement à la fois à ses propres peurs, ses propres angoisses, sa propre méconnaissance de ce virus pour s'organiser. C'est ce qu'ont fait en tout cas les hôpitaux mulhousiens. Et je dois dire que ça s'est fait en pleine coordination aussi et assez rapidement avec les hôpitaux privés qui ont proposé aussi de déprogrammer leurs opérations, qui nous ont permis d'avoir du personnel de réanimation, médecins ou infirmières supplémentaires, qui ont ouvert dans le temps des unités Covid, et ce qui fait qu'il y a eu une vraie solidarité, une vraie entraide, en tout cas au niveau de notre département, entre les établissements. Cette entraide s'est faite aussi au niveau régional.
Imaginez-vous que 24 heures sur 24, pendant 4, 5, 6, 7 jours, vous entendez passer des hélicoptères au-dessus de vous. C'est ce que nous avons vécu. Ça a été vraiment une noria héliportée constante vers les centres hospitaliers de proximité, à savoir Reims, Charleville, Thionville, Metz, Nancy, Troyes, Saint-Dizier, qui ont servi vraiment de matelas d'amortissement de ces malades admis en réanimation. Et je crois que là aussi, le fait régional a pris toute sa signification avec des équipes qui se connaissaient, qui avaient pris l'habitude de travailler ensemble dans des réseaux de réanimation ou d'urgence à l'échelle régionale. C'est important de le dire parce que dans la polémique que l'on entend, cette solidarité a existé, la proximité médicale, la proximité entre l'hôpital public et l'hôpital privé a été réelle, en tout cas chez nous sur le terrain, et elle a dû être renforcée, c'est vrai, par les moyens mis à notre disposition par l'État, là aussi dans le dialogue que j'ai pu avoir autant avec les ministres, avec l'ARS, qu'avec l'ensemble du gouvernement auquel j'étais avec lequel j'étais en contact, ont permis d'avoir l'hôpital de campagne, ont permis d'avoir les évacuations militaires par A330. L'objectif, c'était lequel? C'était de dire, bien oui, on avait, nous, ouvert des réanimations dans nos salles d'opération, on avait poussé les murs, les salles de réveil étaient pleines, les réanimations étaient pleines. Et souvenez-vous, apparaissait partout, il y a cette polémique, on ne réanime pas au-delà d'un certain âge. En fait, il s'avère que quand on regarde les statistiques, et à Paris, ça a été encore noté, les statistiques d'admission en réanimation liées à l'âge n'ont pas changé cette année, y compris avec la crise du Covid. L'objectif pour les médecins, c'était d'être toujours dans le même état d'esprit que en période non épidémique et qu'il n'y ait pas de perte de chance. Et ces transferts ont permis justement de limiter les pertes de chance et d'hospitaliser des patients qui avaient besoin de soins de réanimation de longue durée dans d'autres établissements. Une fois stabilisés, c'était généralement des patients au bout du 7e jour qui étaient transférés. Nos amis transfrontaliers ont joué le jeu largement et ça a été aussi d'un grand secours puisque nous sommes généralement coincés à 180 degrés par nos frontières. Là, nous avons pu œuvrer à 360 jusqu'en Autriche avec des transferts qui, c'est vrai, se sont révélés extrêmement fructueux. Sur peut-être votre question aussi par rapport au matériel, par rapport aux masques, ça a défrayé la chronique. Lorsque, je crois d'ailleurs, le Sénat, et si ma mémoire ne me trompe pas, c'est dans les suites d'une proposition du sénateur Retailleau, les collectivités ont eu la possibilité de commander des masques. Je l'ai fait dès le lendemain. J'ai donné mon go à mes services. Ça a mis une dizaine de jours, le temps que la commande puisse être sécurisée. J'en ai informé au moment de ma décision le Premier ministre, de telle manière à ce qu'il ne l'apprenne pas, mais je trouve que c'est juste normal en situation de crise, de dire « Ok, je vais commander des masques. Ces masques sont destinés, Monsieur le Premier ministre, pour moi, à une population qui n'en possède pas à l'heure actuelle, les médecins généralistes, les infirmières qui sont au front, il faut qu'on les équipe. Les personnels de secours, certains n'en possédaient pas, les EHPAD, là aussi, qui étaient un peu à la ramasse, et un certain nombre les avocats commis d'office, par exemple, nous en ont demandé, les vétérinaires nous en ont demandé. Enfin, on a eu toute une panoplie de professionnels qui, c'est vrai, étaient inquiets, étaient dans des situations compliquées. Nous en avons commandé 5 millions. Nous avons eu une démarche tout à fait logique. Nous avons fait un mini appel d'offres finalement à 7 importateurs. Nous avons retenu 3 qui étaient connus par les centres hospitaliers français. Et nous avons eu la chance de passer peut-être les premiers notre commande là, quelques jours avant l'arrivée du marché par les Américains. Ces premiers masques sont arrivés. Il y a eu une petite bataille avec l'État, nous pourrons y revenir. Et ils ont été distribués avec le soutien des conseils départementaux dans l'ensemble des 10 départements, dans les structures d'accueil médico-social ou social. Reste encore avant cet épisode-là, compte tenu de la situation et
et je crois du manque réel et criant de matériel de protection. J'avais moi-même demandé à l'ensemble de mes services de sortir tous les masques qui étaient à notre disposition dans les lycées. Il y en avait 600 000. Et j'ai fait un appel à la générosité des entreprises où on s'est rendu compte que beaucoup d'entre elles avaient encore des stocks dits Bachelot. Eh bien, nous les avons extraits et ça a été en 24 heures. Nous avons récolté 1 300 000 masques qui ont été répartis vers la médecine libérale qui en avait bien besoin, dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, dans les Vosges et en Moselle. Je me souviens avoir moi-même décroché mon téléphone pour organiser les choses dans le Haut-Rhin à travers le syndicat des pharmaciens, de manière à ce qu'il y ait une répartition qui puisse s'organiser. C'était pas mon rôle, mais bien ayant quelques réseaux dans ce domaine encore, ça a pu simplifier la tâche. Et d'ailleurs, c'est un système qui, par la suite, a été repris par l'ARS et l'Union régionale des professionnels de santé a même d'ailleurs proposé en quelques heures une application qui a permis de répartir de manière harmonieuse, stratégique, logique, la répartition des masques et de savoir qui les touchait à quel endroit. Et ça a été du shortcut extrêmement rapide, mais là aussi, l'intelligence, la rapidité, la situation de crise nous a permis ensemble d'inventer de nouveaux systèmes et sur lesquels, après, bien la totalité de la distribution a pu se reposer. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur la première approche, la manière dont je l'ai vécue, mais j'aimerais peut-être, si vous me le permettez, juste apporter un témoignage un peu humain. J'ai été frappé, là aussi, dans tous les contacts que j'ai pu avoir avec les professionnels de santé. Je me rappelle avoir eu un confrère pendant 40 minutes au bout des fils. Je n'ai pas prononcé un mot, mais il m'expliquait ce qu'il était en train de vivre. C'est un chef de service, chef de pôle. Il me disait, tu comprends, en ayant des sanglots dans la voix, j'ai de jeunes infirmières autour de moi qui débutent dans leur vie professionnelle. Et je n'ai même pas le temps de leur expliquer ce qu'elles vivent et de décoder ce qui s'est en train de se passer. Et quand elles voient des personnes qui vont bien à midi et qui sont décédées à 14 heures, eh bien, je les sens complètement dépassés. Et quand je dis ça, c'est que on a mis très vite en place une cellule de soutien psychologique à nos soignants dans nos hôpitaux. Et je me souviens encore de ma directrice qui me dit, je suis en train de me poser une question, c'est de savoir s'il ne faut pas que je crée une cellule psychologique de la cellule psychologique. Ça montre là aussi ce que nous avons vécu, la force de ce tsunami qui nous a atteint, qui a atteint la population, qui inquiète encore aujourd'hui. Et je crois que parfois j'ai pu m'élever aussi d'ailleurs contre la couleur rouge un peu trop prolongée de notre territoire, mais c'est parce qu'il a besoin de se relever. Il a besoin de se retrouver, il a besoin de retrouver confiance, il a besoin d'avoir de l'espérance. Et finalement, la force des politiques que nous sommes, c'est de bien comprendre, c'est vrai, ces situations, de les analyser, de prendre de la hauteur et d'accompagner, d'aider, d'écouter ces et ceux qui nous entourent. Et je crois qu'en tout cas, dans la crise que nous avons traversée, c'est ce que nous sommes efforcés de faire, beaucoup d'entre nous ici sur ce territoire. Merci, M. Rotner, pour ce message plein d'humanité. Je passe la parole d'abord à Catherine Deroche, qui est notre rapporteure. Merci, Monsieur le Président, et merci à Monsieur le Président Rotner, en effet, de la qualité de son intervention. Nous aurions un nombre très important de questions à vous poser. Je vais être courte et limiter mes interrogations pour laisser la place à la fois à mes collègues rapporteurs, mais bien évidemment à l'ensemble des collègues. En tant que président de région, vous avez évoqué en effet ce que pouvaient être les difficultés pour l'achat de matériel par les collectivités locales. Quelles sont les autres tatillonneries administratives que vous avez pu vivre? Comment avez-vous géré, vous qui êtes président d'une grande région, la graduation des besoins sur l'ensemble des départements qui font partie de cette région Grand Est? Est-ce que ce qu'on a vu de déplacement
puisque vous êtes sur une grande région, vous avez évoqué les prises en charge, bien évidemment, par les hôpitaux, d'autres départements moins touchés ou d'établissements privés. Qu'est-ce qui a justifié l'envoi de patients très loin et qui ne sont pas restés dans le Grand Est, et pourquoi l'avez-vous fait? Sur le début de la vague qui est arrivée chez vous, vous avez parlé en effet des appels nombreux au service du SAMU. Est-ce que les tests, quelle place ont eu les tests dans ce début d'épidémie? Comment avez-vous vécu, vous qui voyez cette vague arriver très vite chez vous, les conseils un peu donnés à la population le 6 mars de vivre un peu normalement, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller au restaurant? Comment vous voyez ça, vous, de votre regard à vous? Et le dernier point, c'est sur la situation actuelle. On a bien entendu ce qui s'est passé. Où est-ce qu'on est né dans votre situation actuelle? Vous avez évoqué les difficultés des personnels soignants et les conséquences psychologiques sur ce qu'a été en effet cette épreuve pour eux. Est-ce qu'actuellement on est sur une reprise à peu près normale des activités dans les établissements hospitaliers? Et si je pose cette question, c'est par rapport aussi à des personnes qui, n'ayant pas eu le Covid, ont été un peu en sommeil dans leur diagnostic ou dans leurs soins. Et est-ce que la reprise se fait à peu près normalement, ou il y a encore des difficultés de matériel, au-delà des difficultés psychologiques? Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, Mme Dor. Je vous laisse répondre, Monsieur le Président. Madame la rapporteure. Écoutez, sur les transferts, nos réanimations étaient dépassées, la capacité de réanimation était dépassée, et donc les médecins entre eux, les centres hospitaliers entre eux, avec l'ARS bien sûr, bien ont organisé cette noria de transfert justement pour qu'il n'y ait pas de perte de chance. C'était en quelques minutes une décision, oui ou non, il faut intuber. Les intubations, c'était, excusez-moi de l'expression, des intubations à la chaîne. Un patient arrivait, il fallait l'intuber. Là où il y a 3 sols de déchocage, par exemple, au service d'accueil des urgences à Mulhouse, parfois il y avait 6 patients intubés en attente de trouver un lit. Donc il faut que les patients qui sont stables en réanimation aillent trouver des solutions ailleurs. Et c'est cette noria qui a été organisée, d'abord à l'échelle régionale, ensuite à l'échelle interrégionale et ensuite à l'échelle internationale. Voilà, donc c'est vraiment pour qu'un patient qui nécessite des soins de réanimation puisse en bénéficier. Eh bien, c'est un cycle qu'il a fallu organiser. Pourquoi? Parce qu'un patient qui nécessite des soins de réanimation est atteint par un Covid, n'a pas une réanimation classique, il y a une réanimation longue, il y a une réanimation techniquement complexe, il y a une réanimation spécifique. Et donc, là où d'habitude un patient passe 7, 10, 15 jours au grand maximum en service de réanimation, là on est sur des périodes de 4 semaines, 5 semaines. Et donc, il y a forcément à un moment donné un embouteillage. Donc, ça a expliqué, il y a cette forme de solidarité et de réseau qui s'est mise en place. Pourquoi loin? On a commencé par la proximité. Ensuite, on a eu le support de l'armée avec les Noria de l'A330 et de l'opération Morphée, qui ont permis d'abord de dégager 6 patients vers Toulon et Marseille, puis vers l'Aquitaine, puis vers la Bretagne. Il y a eu après l'hôpital de campagne qui prenait des patients qui le nécessitaient au bout du 7e jour, généralement, c'est-à-dire une fois stabilisés. Pendant ce temps, il y a quand même eu des transferts lointains qui se sont opérés, les TGV et la poursuite, naturellement, de la possibilité d'avoir recours à l'hélicoptère pour des lignes disponibles en proximité. Si Mulhouse et Colmar ont été atteints très fortement dès le début, il y avait toujours un laps de temps avec, par exemple, Strasbourg, 4 à 5 jours de différence. C'est 4 à 5 jours de préparation supplémentaire, de capacité de s'organiser, d'anticiper les choses, de voir une vague qui arrive, et Strasbourg a servi d'amortisseur, comme plus tard Nancy, très fortement, et après Reims. La Moselle a été touchée beaucoup plus fortement, contrairement à la Meurthe-et-Moselle.
Je ne m'explique pas encore ces mouvements, mais la Moselle a été également très touchée. On en a peu parlé, mais c'est une réalité, y compris d'ailleurs en mortalité au sein des EHPAD. Donc voilà la technique un peu utilisée par les médecins, par les décisions hospitalières et par l'ARS. Pour les tests, là clairement, dès le départ, la doctrine, ça a été ne sont testés que les gens qui sont à l'hôpital. On ne teste pas, on laisse à la maison, vous restez, vous prenez vos cachoutes de Doliprane, vous attendez que ça passe, et si ça se complique, vous nous rappelez. C'était ça la doctrine. La réalité, c'est vu le nombre d'appels aussi, les lignes de régulation ont été doublées, puis triplées. Il y avait 3 salles de régulation en même temps, donc c'est grosso modo 3 fois 4 à 5 médecins qui répondaient 24 heures sur 24 aux appels, avec des consignes et, si possible, le passage d'un médecin généraliste quand cela le nécessitait pour approfondir le diagnostic si c'était un petit peu hésitant et rassurer les patients quand c'était nécessaire. Mais les tests n'étaient pas pratiqués, il n'y en avait pas, les laboratoires n'étaient pas équipés, et la doctrine, c'était le test, ce n'est qu'à l'hôpital. Et souvenez-vous, au départ, il n'y avait que 3 laboratoires au niveau national qui étaient aptes à faire ces tests. Ensuite, ça a été des laboratoires universitaires. Ensuite, on a eu l'autorisation dans les centres hospitaliers généraux. Ensuite, les laboratoires privés ont eu le droit de le faire. Ça a été très progressif. Mais au début de l'épidémie, quand on est le 3, 4, 5 mars, là, quand ça commence à chauffer, ne sont testés que les gens qui viennent à l'hôpital. Moi, le premier, je me souviens encore sur les réseaux sociaux, après la décision de fermer les espaces publics et les écoles, j'appelais encore, parce que c'est mon rôle d'élu local, de dire consommez encore du Mulhouse, n'hésitez pas à aller dans les commerces de proximité. Et je veux dire que je me suis planté. Je me suis planté quand, effectivement, en quelques heures, on a vu cette augmentation et cette vague qui arrive. Et quand vous avez 30 patients qui nécessitent de la réanimation en 24 heures sur 2 centres hospitaliers, quand vous avez 20 décès dans le même laps de temps, c'est qu'il y a une aggravation massive du rythme. Et ça se fait en 24 heures. Ça se fait en 24 heures. Et c'est juste avant la semaine, juste avant les élections. C'est clair pour nous. On sent cette augmentation extrêmement rapide à ce moment-là. Votre question sur la reprise, elle est en cours. Depuis le 1er juillet, par exemple, le centre hospitalier de Mulhouse n'est plus en plan blanc. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple à cause des stigmates, parce que physiquement aussi, vous avez des équipes épuisées. Vous avez des gens qui ont été malades, près de 800 personnes sur le centre hospitalier de Mulhouse, sur 6000 employés. Des traces qui sont vraiment là, et une reprise qui doit être une reprise progressive, qui doit se faire aussi dans des sécurités sanitaires maximales. Un bloc opératoire qui a servi de réanimation Covid pendant plusieurs mois, il y a des affections absolues à réaliser, il y a des qualités sanitaires qui doivent être retrouvées, donc ça met du temps. Ça met du temps, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, et je présidais un conseil de surveillance la semaine dernière. Aujourd'hui, on n'est pas dans nos frais encore. Il y a à la fois les primes Covid, les surcoûts, certes, il y a des compensations d'État, certes, il y a eu moins d'activité, mais au total, la facture, elle est quand même négative aujourd'hui. Donc la reprise, elle se fait, elle s'opère. Satisfaction avec des établissements qui n'avaient pas l'habitude de travailler. Je vous parlais de la relation entre le public et le privé, même entre Colmar et Mulhouse. Aujourd'hui, ils continuent à se voir, ils continuent à se parler, les trois. Et je trouve ça plutôt encourageant, c'est-à-dire qu'il y a des leçons où on ne referme pas la clé de la porte de l'épisode Covid. On se dit, on a vécu des choses, il faut peut-être qu'on le traduise aujourd'hui avec des actes et des organisations différentes qui nous préparent à une nouvelle crise en cas de besoin, mais qui nous permettent peut-être aussi de définir une programmation, une organisation de la santé et des soins localement qui soit fondée sur la confiance entre collègues, entre établissements, sur une meilleure coopération. Et ça, comme élu local, c'est plutôt une satisfaction aujourd'hui. Il faut que je verse un petit peu d'eau et que je mette pas mal d'engrais pour qu'on ne retrouve pas les vieilles habitudes.
Merci. Madame Vermeillet va vous poser quelques questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de Région, merci pour votre témoignage très éclairant et émouvant à certains moments, en tout cas très éclairant pour notre commission. Je vais avoir 3 questions rapides. La première concerne vos déclarations. Vous faites une déclaration à France Bleu le 16 mars où on sent presque la panique qui s'empare du Grand Est. Vous dites que la France ne mesure pas la gravité de la situation, que les Français doivent écouter les mesures qui sont prises et rester chez eux. Vous marquez le ton. Vous parlez de tensions extrêmes. Vous dites qu'on a surestimé la capacité des Français à faire les bons gestes pour se prémunir. Et vous reconnaissez vous-même que vous ne pensiez pas ainsi 48 heures plus tôt et que la France doit se protéger. C'est ce que vous venez d'évoquer également. Dans cette chronologie, j'aimerais savoir, en lien avec ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui vous permet à un moment donné de respirer? Quel est le fait générateur de votre respiration? Quelle est l'action ou la conjonction d'actions qui vont vous permettre de respirer et de reprendre espoir par rapport à cette panique qui commençait à monter dans votre secteur? En gros, quelle est votre organisation idéale? Qu'est-ce que vous referiez ou vous ne referiez pas? Sans être forcément très exhaustif, mais ça m'importe de savoir comment vous reprenez espoir et finalement, quelle serait la bonne hiérarchie, la bonne organisation de la gestion de crise. Le deuxième point, vous avez parlé dans votre exposé d'une petite bataille avec l'État lors de la commande des masques. Je voudrais savoir si vous parlez de la même chose de ce qui est arrivé pour la commande de masques de la région Bourgogne-Franche-Comté et en fait l'État qui fait main basse sur les commandes des collectivités. Est-ce que c'est ce dont vous vouliez parler ou alors est-ce que vous voulez bien nous préciser quelle est cette petite bataille avec l'État? Et troisième question, avant d'être président, vous étiez vice-président notamment en charge du numérique. Je voudrais recueillir votre avis sur l'importance du numérique dans la gestion de cette crise, les téléconsultations pour tout ce qui concerne le médical ou les cours, l'enseignement à distance pour les élèves et donc l'importance de la couverture des territoires en numérique. Merci. Merci pour vos questions, elles sont passionnantes. Merci pour cette notion de respiration. Elle m'est chère parce que, vous savez, quand on est médecin urgentiste de formation et quand on est face à un arrêt cardiaque, on ne se désespère pas. Et la décision qu'on prend, c'est toujours une décision grave d'arrêter une réanimation. Mais on se bat jusqu'au bout. Et par rapport à cela, on était suffisamment solide, je crois, suffisamment équipé. Et la respiration, ça a été la solidarité. La solidarité des soignants, qui se sont serrés les coudes malgré les difficultés hospitalières que l'on connaît et qui ne sont pas nouvelles. La solidarité citoyenne qui était exceptionnelle. Et la solidarité territoriale et internationale telle qu'elle s'est exercée. Ça a été, oui, des vraies respirations. Et je dois le dire aussi honnêtement, clairement, quand le chef de l'État, quand le président du Sénat m'appelle pour m'annoncer aussi les nouvelles et le renfort de l'État, c'est des respirations. J'ai des sourires grands comme ça de la part des soignants qui disent « on nous a enfin entendus, on comprend enfin qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel chez nous ». Et ça permet de faire repartir la machine avec des gens qui sont épuisés, désespérés, qui disent « comment est-ce qu'on s'en sort ?» Eh bien, ces petits gestes, oui. L'arrivée de l'hôpital militaire, l'A330, le renfort des collègues de la région, tout ça, c'est des espaces de respiration, pas pour moi, pour eux. C'est eux qui devaient respirer et mon rôle d'être... vous savez, je suis allé leur donner un coup de main, mais on ne peut pas être et avoir été. Mon rôle s'est arrêté à un moment donné, j'ai pu mesurer et mon rôle par contre d'élu, ça a été... j'ai un devoir d'alerte, j'ai un devoir d'action, j'ai un devoir de réaction, c'est ce que j'ai essayé de le faire, mais à ma place. Pas celui d'ancien médecin, celui de président de région, à la tête d'un exécutif qui avait la possibilité aussi d'agir à côté de l'État. Et c'est cette souplesse-là qu'on peut regretter, qu'on peut discuter. J'y reviendrai dans les relations avec l'État. Mais c'est vrai que le 16 mars, c'est surtout après une interview d'Emmanuel Galliero dans le Figaro qui m'appelle pour me dire « Vous êtes le seul président de région qui
qu'on n'a pas entendu réagir sur faut-il oui ou non annuler les élections. Je lui ai dit, écoutez Emmanuel, c'est pas mon sujet. Ça fait 10 jours qu'on se bat contre autre chose. Et ce qu'on vit ici, c'est terrible. Et c'est terrible parce que vous ne le comprenez pas de là où vous êtes. On voit les images des buts de Chaumont, on voit les images des quais de Seine, les Parisiens qui ignorent finalement ce qui est en train de se passer dans leur pays, chez leurs compatriotes, qui meurent de manière quotidienne. On a été tous touchés ici par des gens, des élus, des connaissances, des amis qui nous ont quittés. Et on a l'impression que ça ne matche pas en France là-dessus. Ça ne matche pas. Personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Et donc, oui, quand l'État, quand le gouvernement prend les bonnes décisions de venir vraiment en support, là, c'est le premier espace de respiration pour l'ensemble des équipes hospitalières, indéniablement. Mais moi, j'ai fait le tour des directeurs de CHU de manière régulière, des chefs de service de réanimation et d'urgence. Enfin, certains jours, les gars, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus en disant, mais je ne sais pas, j'ai vidé tous mes stocks NRBC, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Comment je protège? Quand on est patron d'un service, on se sent éminemment responsable de ses collaborateurs, de ses infirmières, de ses aides-soignantes, de ses agents d'entretien, de ses hôtesses d'accueil, de ses secrétaires. Et les gars, ils n'en pouvaient plus parce qu'ils avaient le sentiment là que ça n'imprimait pas et que les choses n'allaient pas dessous. Donc voilà, ça c'est cet espace de respiration. Sur les relations avec l'État, j'ai pu me prononcer et j'ai eu parfois des paroles assez sévères sur l'ARS, considérant que l'ARS était avant tout une agence de gestion budgétaire et pas d'organisation et de gestion de crise. Je maintiens ces propos. Je suis cœur sec et je sais que à l'ARS, il y a des gens extrêmement compétents qui ont fait leur maximum, mais c'est dans le concept, dans l'anticipation, dans la capacité de savoir aussi comment ça se passe à un moment donné sur le terrain. Un EC 135, vous ne le faites pas atterrir comme un hélicoptère Caïman, c'est pas la même chose, c'est pas la même infrastructure. Le médecin urgentiste, il le sait, mais quand il doit passer par une régulation nationale, avoir l'accord d'un médecin dans une régulation zonale de l'ARS, alors que ça peut se faire de médecin à médecin, il a l'impression, dans une période extrêmement difficile, de travailler et d'avoir une énergie négative là où il devrait avoir une énergie positive. Donc oui, il y a eu des lourdeurs, il y a eu des complications, c'est pas simple. Il y a eu cette fameuse bataille des masques. Vous savez, c'est très simple, je vous ai expliqué, nous on a mis 10 jours, on a sélectionné 3 importateurs en se disant on en commande 5 millions, si on en a 5 c'est très bien, s'il y a un importateur qui est défaillant, au moins on pourra se reposer sur les 2 autres. Et finalement on en a commandé plus, on en a eu 6,6 millions au total, pensant n'en avoir que 5. Il se trouve que nous partageons le même importateur avec l'État. Alors vous aurez demain face à vous la préfète de région et l'ancien directeur de l'ARS qui pourront vous expliquer plus en détail les décisions qu'ils ont prises. Moi, je respecte éminemment l'anticipation et le rôle de l'ARS et de l'État dans les décisions administratives que je ne conteste pas d'ailleurs. Et il se trouve que dans le premier avion qui arrive, il y a moins de masques que prévu, c'est organisé différemment, l'État en prend une part, j'en prends une autre, ça remonte du côté de Nancy chez un répartiteur, c'est mis à l'arrière des camions et c'est prêt à partir pour les départements et Marie-Guy Dufay constate qu'elle n'a rien. Je dis écoute, je suis désolé, je ne vais pas tout faire revenir maintenant vers toi, mais le prochain avion, moi je passe mon tour, tu prends la cargaison, tu la mets chez toi et il se trouve que c'était un dimanche matin, je me souviens, le téléphone sonne à 7h moins le quart avec les équipes qui étaient sur place qui me disent écoute, on a juste un sujet, c'est que on n'a pas accès à l'avion, les militaires sont autour et tout est réquisitionné. Bon, j'essaie de joindre le préfet de région, je n'y arrive pas, j'appelle le préfet de département, je n'y arrive pas, j'essaie de joindre la préfète qui me dit mais oui, la décision a été prise compte tenu des incertitudes, mais elle vous expliquera ça mieux que moi vis-à-vis de l'importateur qui ne tenait pas forcément ses promesses en termes de nombre par cargaison. Eh bien, nous avons décidé de saisir la totalité de la cargaison. Bon, dont acte. Il avait 12 avions au total, l'importateur, donc on a attendu 2 ou 3 jours de plus. Ce que j'ai simplement regretté vis-à-vis de la préfète, je lui ai dit, écoutez, la décision, elle n'a pas été prise le dimanche matin
à 7h moins quart. Je pense que compte tenu de la proximité que nous avons les uns avec les autres, nous partageons les mêmes cellules de crise, vous nous y invitez d'ailleurs, il aurait suffi que vous nous le disiez, on l'aurait largement compris. Voilà, donc c'est des détails qui sur le moment compliquent, c'est vrai, les relations entre les uns et les autres, et je crois qu'il faut toujours être clair, transparent là-dessus pour avancer. Sur le numérique, oui, la téléconsultation a fait des bons. Je vous en prie, si vous avez quelque influence sur l'assurance maladie, ne revenons pas en arrière et permettons là aussi à des plateformes nationales aujourd'hui de faire de la téléconsultation. C'est indispensable, tout cela dans une organisation locale que l'on peut développer. Sur les cours, vous êtes ici dans une région 4.0 qui a offert à tous ces lycéens dans les établissements volontaires un terminal d'ordinateur avec nous relions également tous les foyers de cette région au très haut débit d'ici 2023. Je crois que c'était un véritable accélérateur de l'acceptabilité de ce moyen de se former, qui n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Mais même les lycées qui étaient assez réfractaires aujourd'hui nous le demandent. Et sur les données, il y a peut-être un vrai sujet sur les données. C'est très, très compliqué. Par exemple, nous sommes aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'IHU, non pas de Marseille, mais de Strasbourg, nous sommes prêts pour avoir, à l'iris près, la capacité de détecter des réactivations possibles d'une épidémie. En aspirant des bases de données, en faisant appel à l'intelligence artificielle. Ça fait des jours et des semaines que nous essayons de batailler, malgré une anonymisation des données, malgré les plateformes communes que nous partageons, pour savoir qui peut nous donner l'autorisation de mettre à disposition de notre territoire et du pays, s'il le souhaite, un outil qui serait assez innovant. C'est très compliqué, les données. Et là aussi, il y a des batailles, des jeux d'acteurs, des intérêts des uns, les intérêts des autres. L'assurance maladie, bon, très compliqué. Et si on veut progresser, en tout cas, en matière de connaissances, de suivi d'épidémiologie dans notre pays, si les parlementaires que vous êtes peuvent nous aider aussi dans les territoires à faire preuve d'expérimentation et de différenciation en matière de données et de projets liés à cette meilleure connaissance, à ce meilleur suivi épidémiologique, je vous en prie, aidez-nous. Merci, Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre témoignage qui est vraiment passionnant. D'autant que vous avez vécu une situation singulière dans notre pays, puisque si d'autres régions comme l'Île-de-France ont vécu une forte épidémie, vous avez quasiment vécu une situation de médecine de catastrophe, puisque vous n'avez bénéficié d'aucun délai pour vous préparer, que ce qui a été le cas des autres régions tout de même. Pour autant, je voudrais revenir sur ces tout premiers jours du mois de mars. Vous nous avez décrit une mise en gestion avec l'ensemble des partenaires au niveau de votre région. Vous ne nous avez pas parlé, et pour poursuivre la question de ma collègue, des rapports avec l'État au niveau national. Avez-vous reçu à ce moment-là, avez-vous eu des échanges, avez-vous reçu des instructions claires du ministère, de la DGS, des interlocuteurs de l'État central, on va dire. D'autant que vous expliquez avoir accompli des tâches, par exemple, vous êtes occupé de la répartition des masques, tout en disant ça n'était pas mon rôle. Et question très précise, à la date du 2-3 mars, quand le foyer épidémique est apparu et que l'alerte a été, on va dire, assez largement diffusée, est-ce que à cette date-là, les moyens des hôpitaux avaient déjà été renforcés ou non, sachant que des alertes avaient eu lieu en amont et que, y compris ici au Sénat, près d'une semaine avant, nous avions interrogé les autorités nationales sur cette question. Et enfin, pour ne pas être plus long, vu le temps qui passe, vous avez publié une tribune le 28 avril dans laquelle, parlant de la gestion d'une crise sanitaire, vous dites il faut un pilote unique. Il y a eu trop de désordre, trop de personnes qui ont joué des rôles qui n'étaient pas nécessairement leurs, des limitations de tâches qui n'étaient pas claires. Il faut un pilote unique.
À votre sens, dans la gestion d'une telle crise, qui doit être le pilote unique au niveau national et au niveau des territoires? Merci. J'aurais un peu de difficulté à répondre sur votre première question, sur le 2-3 mars, quel était l'état des forces finalement. C'est pas vraiment de ma compétence, y compris d'ailleurs. C'est vrai que les collectivités en général ont pris des champs de compétences pour essayer de faciliter des systèmes qui étaient un peu à la peine. Et nous avons occupé une place qui restait libre. Dans le rôle qui est mien et que je vous ai reprécisé tout à l'heure, où j'ai toujours essayé de ne pas dépasser mes limites, je n'étais pas en gestion directe, moi, du matériel, de l'organisation. C'était des témoignages ou le sentiment, par exemple, de ma directrice d'hôpital. Mais pour être clair, je sais que Mulhouse n'a jamais été en manque, par exemple, de matériel. Il y a eu de fortes tensions, mais il y a toujours eu la possibilité de s'en sortir. Colmar, à un moment donné, je me souviens avoir eu un coup de fil du chef de pôle des urgences qui me disait, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai épuisé mon stock NRBC, je ne sais plus où trouver aujourd'hui de blouses de protection pour nos équipes. Elles sont arrivées. Mais vous voyez qu'un chef de service se préoccupe, alors que sa première préoccupation, ça doit être la chaîne de soins, se préoccupe de besoins matériels, ça montre que là, il y a encore un système imparfait. Je ne me souviens plus de votre deuxième question, excusez-moi. Alors, non, sur l'hôpital, est-ce que les moyens des hôpitaux de votre région avaient été augmentés en amont du 2-3 mars pour se préparer à la crise? Oui ou non? Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. On a attendu très très longtemps des respirateurs supplémentaires. Voilà, on a dû faire face sans avoir bénéficié de moyens supplémentaires auparavant. Ça, c'est clair. Ça, je peux vous répondre. Oui. Et vous aviez encore une troisième, excusez-moi. Donc l'hôpital n'était pas préparé. Merci. La troisième question, c'est votre tribune du 28 avril et la question du pilote unique. Voilà, mes relations aussi à l'État. Excusez-moi, j'ai noté mes relations à l'État. Alors, toujours très, très simple, en tout cas, et pour le président de région que j'étais, d'avoir un dialogue assez fluide avec le ministre de la Santé, avec le Premier ministre et même avec l'entourage du président ou le président directement par message électronique. Voilà. Sur le pilote unique, je suis persuadé, moi, que le pilote unique est une solution absolument indispensable. Alors vous allez pouvoir me dire, le préfet de région, le préfet de zone a toujours la possibilité d'être le pilote unique. Sauf qu'aujourd'hui, on est quand même dans une crise sanitaire qui a été pratiquement et entièrement gérée par la santé. Moi, comme président de région, je n'ai jamais eu de rapport avec la Direction générale de la santé. C'était pas mon job. J'ai des rapports avec l'ARS, j'ai des rapports avec le préfet ou les préfets de département, avec la préfète de région. On a une organisation qui n'est pas une organisation si inutile que ça, qui s'appelle le préfet de zone de défense, qui est en capacité de mobiliser l'armée, les moyens civils, les moyens sanitaires. Et finalement, cette crise, elle a été entièrement gérée par le secteur sanitaire, là où c'est vrai, il y a une vraie expérience du ministère de l'Intérieur. Et je pense qu'en matière de coordination, en matière de moyens, en matière de logique, il eût été peut-être préférable qu'il y ait une coordination de l'intérieur, y compris sur le terrain en région, sous la responsabilité du préfet zonal de défense, le préfet de région, en lien avec ses collègues départementaux, de telle manière à ce que cette articulation puisse bien se faire. Quand il y a une catastrophe dans un département, comment ça se passe? Le patron des opérations de secours, c'est bien le préfet. Et sous ses ordres, il y a le colonel dirigeant le SDIS, il y a le patron du SNU, il y a les forces civiles qui sont mobilisables. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réagi comme cela? Je pense que ça aurait peut-être évité parfois des incompréhensions ou alors des systèmes qui disaient « Ah, mais là je suis pleinement en compétence, on passe dans la compétence de la santé ». Ou inversement « Ah, mais c'est plus ma compétence, c'est des compétences du préfet ». Non, il faut un patron. Et quand il y a un patron,
il y a des directives qui partent, qui sont parfois verticales, parce qu'il faut de la verticalité dans une crise. Merci bien. Je vais, si vous le permettez, passer la parole aux sénateurs locaux de l'étape d'abord, en commençant par Madame Guillotin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour Jean. Voilà, j'ai deux petites questions en fait, pour rebondir. Un, au sujet des transferts et au sujet de la e-santé, mais ça a pas mal été abordé. Alors, au sujet des transferts, tu as dit que ça s'est plutôt bien passé, qu'il fallait évacuer parce qu'effectivement, il fallait libérer des places en réanimation. D'autres hôpitaux de la région, notamment des CHR et d'autres CHU, nous ont dit qu'il y a eu quelques difficultés, notamment qu'ils ne se sont pas, les professionnels de santé, je parle quand je dis ils, ne se sont pas sentis écoutés et maîtres de leur transfert. Alors, ma question était, est-ce que les ordres de transfert venaient donc du haut de Paris, ou est-ce qu'il y avait une vraie coordination et une vraie entente sur les patients à transférer ou à ne pas transférer? Toujours dans ce domaine de transfert, il nous a été dit que certaines fois les patients étaient transférés non pas par manque de place dans les hôpitaux, mais quelquefois par manque de matériel. Et la question est assez simple. Est-ce qu'en prévision d'une éventuelle autre crise, est-ce qu'il ne serait pas intéressant donc de penser... Alors, il y a deux solutions. On transfère le patient ou on rassemble des stocks de matériel, des stocks actifs révisés régulièrement, justement pour éviter qu'il y ait des manques de respirateurs et qu'on transfère des patients par manque de matériel. Et enfin, pareil, donc sur la chaîne de commandement de ces transferts, et est-ce que le rôle du SAMU de zone de défense a été bien écouté sur ces transferts? Ça, c'était sur le sujet-là. Sur la e-santé, bon, c'est pour rebondir un peu sur en tout cas le discours qu'on a eu hier et les échanges qu'on a eu hier. Est-ce que tu ne penses pas que, mais tu l'as dit, que la régionalisation effectivement de données et quel pourrait être le rôle de la région, en tout cas sur la régionalisation des données pour éviter que les données soient multiples sur des périmètres différents, occupent les professionnels à remplir, à faire des remontées et leur reviennent 3 ou 4 jours après, en fait à distance d'un épisode pour être traités, somme toute, pas très efficacement. Merci. Oui, nous étions hier dans la Meuse avec Véronique, qui écoutait un certain nombre de professionnels de santé qui nous ont parlé des données, et entre autres la plateforme e-Meuse qui fait de la télémédecine et qui le fait avec beaucoup de succès et beaucoup de bonheur, et qui proposait effectivement que les données, plutôt que de considérer cela dans une organisation nationale, on puisse commencer à bâtir une forme de collecte de données, d'analyse de données au niveau régional, au niveau départemental, en fonction des projets. Je pense que là aussi, faisons-nous confiance. La décentralisation, c'est pas simplement des compétences de l'État qui passent aux régions. C'est pas ça la revendication. C'est surtout, on a finalement la France en partage, sa gestion et son progrès. Inversement, il faut que les territoires se sentent responsables, ne demandent pas tout à l'État et soient offreurs de solutions. Et la santé, c'est peut-être le moment où nous pouvons effectivement, en termes d'organisation, en termes de moyens supplémentaires, en termes de compétences, nous avons développé par exemple à la région ici une mission santé avec à sa tête une directrice d'hôpital, de telle manière à ce qu'elle parle le même langage, qu'elle connaisse les codes, qu'elle soit extrêmement efficace dans le projet qu'on présentera d'ailleurs en assemblée plénière demain sur tous les projets transversaux qui concernent la santé, le soin et le bien-être et qui sont nombreux. Puisque notre région, c'est juste 210 millions d'euros de budget consacré à la santé et aux soins. Donc, dans ce domaine, oui, sans doute, je pense qu'il doit y avoir une organisation, une notion de confiance liée aux données dans un cadre national, mais où chacun peut peut-être pousser les choses plus en avant en fonction des besoins, là aussi, des professionnels de santé, c'est important. Sur les transferts, je pense qu'ils ont été différemment abordés, Véronique, entre le manque de matériel et l'organisation. Ça a été très compliqué au début, ça a été spontané, ça a été comme tous les jours, et ça marchait très bien. Et après, il y a eu, face au nombre, c'est des coûts, c'est des transports héliportés, c'est des transports sanitaires extrêmement onéreux, c'est des mobilisations. Il faut imaginer quand même un transfert dans un A330, c'est 6 équipages d'ambulanciers, d'infirmiers, de médecins, ça prend un temps infernal, c'est préparé 24 ou 48 heures avant, ça dure 5 à 6 heures le temps de charger tout le monde dans l'avion, enfin c'est extrêmement chronophage, ça coûte aussi de l'argent,
du temps humain. Donc, à un moment donné, on a senti, c'est vrai, une forme de contrôle. Et les témoignages, en tout cas apportés par un certain nombre de professionnels, c'est de dire, ben voilà, ça nous échappe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on fait atterrir un NH90 Cayman sur une DZ classique, c'est juste pas possible. Mais il faut savoir où on le fait atterrir. Et comment on le fait atterrir, et comment on l'équipe, et comment on le médicalise. Et ça, les médecins le connaissent. Et en fait, on a été obligé de passer, visiblement, c'est les témoignages là aussi des professionnels qui disaient, mais tant qu'on n'avait pas le coup de tampon de l'ARS autorisant tel et tel transfert, surtout quand ça s'est passé en plus à l'étranger, c'était pas possible. Ensuite, il y a eu le SAMU zonal, avec le SAMU zonal qui avait des référents locaux qui n'étaient pas forcément des médecins urgentistes ou du SAMU, mais plutôt des anesthésistes réanimateurs. Bon, ça a forcé de la proximité, mais quand on n'est pas au front tout le temps, on n'a pas la même notion que quand on est dans une réanimation. Donc oui, je pense que là, il y a de la souplesse, de l'agilité à avoir. Et sur les transferts, moi, là aussi, je reste relativement humble et je ne vais pas dire des choses que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. En tout cas, ce que je sais, moi, sur les 2 centres hospitaliers les plus proches, en tout cas, de mon lieu de vie, c'est que ça s'est fait essentiellement, Véronique, sur des critères médicaux. Et je reviens sur comment il n'y a pas de perte de chance. Ça a été, je crois, ce qui a véritablement habité toujours les équipes médicales. Monsieur Savary, on va Et rapidement, bonjour, pour saluer Jean Rottner, bien sûr, et lui témoigner que dans le département de la Marne, ça n'a pas été aussi simple, peut-être, notamment dans les relations, département qui a été touché, tout c'est bien, dans les relations entre le public et le privé. On a bien vu la méconnaissance de l'ARS de toute une partie du secteur et pas de volonté réelle de faire travailler le privé en association. Donc on a vu des choses assez extravagantes. Dans le médico-social, c'est pareil, on en a pas, tu en as moins parlé bien entendu, puisque ce qui était intéressant, c'est ton témoignage face à cette épidémie foudroyante. Mais dans le médico-social, les départements ont reçu des instructions le 26 mars, quoi. Voilà. Heureusement qu'ils n'ont pas entendu les instructions et qu'ils ont pris les choses en main pour faire en sorte de protéger. Donc on voit bien à travers cela qu'il y a effectivement une administration assez lourde en France qui parfois, et tu viens de l'évoquer, met plus le grain de sable que la goutte d'huile. Alors nous étions dans une réflexion sur la régionalisation de la santé. Et j'avais proposé, moi, à un moment, la présidence du conseil de surveillance des ARS par le président de région ou son représentant. Est-ce qu'avec la crise, on arriverait à mieux cibler un peu les décisions s'il y avait une décentralisation plutôt qu'une véritable déconcentration? Quelle est ta position par rapport à cela? Bonjour Paul. Déjà, tu as parfaitement raison sur les EHPAD. Je pense qu'on a eu un temps de retard et de réaction par rapport aux EHPAD inqualifiables. On est passé à côté, mais tous. Et là aussi, c'est la responsabilité entre le médico-social et le social. Faisons confiance au département sur ces sujets-là. Il faut qu'il y ait un patron qui soit responsable de cela, parce que entre l'ARS qui a un rôle, le conseil départemental, le directeur de la structure qui... Non, faisons confiance au président du conseil départemental. Enfin, c'est des gens responsables qui sont en capacité là d'anticiper, d'accompagner, de prendre des décisions adéquates, de décompter. Enfin, on a eu des problèmes de décompte pendant des jours et des jours. Moi, je ne m'explique pas les différences de chiffres d'un jour à l'autre. Voilà. Ça, aujourd'hui, on est en capacité, Véronique Guillotin, il faisait référence, peut-être d'avoir des organisations locales qui nous permettent d'avoir des observatoires, des référencements, des données quasi automatiques. On a des compétences en région. On les a, et aujourd'hui, elles sont freinées parce que tel et tel ne donne pas l'autorisation, il y a le problème des données, de la sécurisation, la souveraineté, c'est des sujets majeurs, importants, mais on est responsable. On est responsable. Et donc, par rapport à ta question, René-Paul, c'est bien d'avoir la présidence de l'ARS. Mais je pense que tu fais erreur si, déjà, le président ou son représentant. Non, c'est le président du conseil départemental, du conseil régional. C'est personne d'autre. C'est suffisamment important aujourd'hui. La santé est une des premières préoccupations des Français pour que le président de l'ARS devienne effectivement, soit un élu du territoire, un élu qui connaisse ses territoires,
qui soit là pour favoriser la coopération, qui travaille avec les centres hospitaliers universitaires qui ont un rôle majeur dans l'aménagement du territoire, la présence de jeunes médecins ou de médecins plus expérimentés, comme ça se fait d'ailleurs entre le CHU de Reims et Troyes, avec une magnifique convention qui permet d'avoir des praticiens hospitaliers à temps partagé. C'est ce genre de solutions inventées sur les territoires par les acteurs du territoire qui doivent être mis en œuvre. C'est pas le plaisir d'aller diriger une structure supplémentaire, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, on est dans une logique, et tu le sais très bien pour avoir dirigé là aussi et avoir été à la tête d'exécutif, on est là aussi dans cette logique de création, d'équité, d'égalité. C'est pas tout à fait la même chose, mais finalement d'un aménagement du territoire aujourd'hui qui devient crucial. Si nous n'y répondons pas, la colère, elle est toujours dehors, elle est toujours là. Et en matière de santé, plus particulièrement, il y a 4 déterminants pour que les gens s'installent sur un territoire. Il y a le très haut débit, il y a les mobilités, il y a la formation. Ces 4 domaines dans lesquels les collectivités, particulièrement les collectivités régionales, interviennent. Et il y en a une autre, c'est la santé. Et la santé, il faut clarifier les choses aussi, parce que après cette crise, tout le monde se rend compte qu'il faut, c'est un peu le sujet de tout le monde, mais si c'est pour se dire de nouveau, toi tu fais un peu ce que moi j'aimerais faire. Non, soyons clairs là aussi sur ayons une responsabilité départementale avec une organisation de l'ARS, avec une délégation territoriale en lien avec le préfet du département, dans une gestion de proximité sur le médico-social, sur le social, sur la psychiatrie. C'est tellement important. On passe aujourd'hui à côté dans des soins qui sont des soins absolument essentiels. Ayons peut-être une coordination de tout cela au niveau régional à travers une ARS qui serait plus stratégique. Osons là aussi de poser la question, à l'image de ce que font certains pays européens, de la place et de la responsabilité des collectivités locales. Mon avis n'est pas forcément partagé par tout le monde, mais moi je suis prêt, à l'image de ce que l'on fait par exemple au niveau des lycées, à prendre la responsabilité à la fois du matériel et des bâtiments hospitaliers, parce qu'en termes d'aménagement du territoire, je pourrais éventuellement dire, bien non, cet hôpital, on ne le ferme pas, mais je prends en charge son déficit de fonctionnement. Parce qu'on est dans une vision beaucoup trop budgétaire. Mais que quand on ferme une maternité, quand on ferme 2 maternités sur le même secteur, c'est dramatique pour tout un territoire. Mais parfois, il faut aussi oser accepter de fermer une maternité parce que la sécurité sanitaire n'est pas assurée. Tout cela, bien, on est habitué à le faire là aussi comme élus locaux, mais ce que je refuse dorénavant, c'est qu'il y ait une décision administrative qui soit prise et qu'on vienne après nous chercher pour panser les plaies, pour calmer là aussi la vindicte populaire qui ne comprend pas la décision. Donc aujourd'hui, c'est plutôt dans cet esprit-là, René Pierre, qu'il faut, je crois, agir en lien entre territoire et structure de santé en proximité, déconcentré, pas déconcentré. Mais en tout cas, les élus locaux que nous sommes à la tête des conseils de surveillance ne peuvent pas être simplement dans de la représentation. On est là, il faut être à la tête d'un conseil d'administration avec un pouvoir de décision, un pouvoir de management. Il faut être là aussi que le directeur ne soit pas une courroie de transmission de l'ARS, mais ait lui aussi une possibilité d'agir, d'action, de responsabilisation. Et il faut que les médecins et les équipes médicales à la tête des hôpitaux jouent aussi un rôle majeur aujourd'hui. Je pense que c'est cette confiance-là qu'il faut rétablir. Et que chacun puisse assumer pleinement son rôle. Ma vindicte parfois contre les ARS n'est pas une vindicte gratuite, facile, populaire. Non, il faut améliorer les systèmes. C'est des gens qui ont de vraies compétences, mais nous avons aussi des compétences. Nos directeurs ont des compétences, nos médecins ont des compétences. Il faut aujourd'hui qu'il n'y ait plus de verticalité, mais qu'on ait une vraie transversalité entre les actions et la capacité de répondre à l'attente de nos concitoyens. Merci, Madame Préville. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Rotner, de répondre de votre témoignage et de répondre à nos questions. Alors moi, j'ai une première question d'abord sur le matériel. Alors vous avez mentionné que à l'hôpital de Colmar, il n'y avait pas forcément les protections. Est-ce qu'il y a des soignants qui ont dû travailler sans protection
adéquates et qui se sont bricolés des protections. Est-ce que c'est arrivé? C'est ma première question. Après, sur les lits de réanimation, est-ce que vous pourriez nous dire si vous estimez à ce stade qu'ils étaient insuffisants? Est-ce qu'il faudrait prévoir dans l'avenir d'en avoir une certaine proportion dans les hôpitaux partout sur le territoire en réponse à une future autre pandémie? Et notamment parce qu'on a évoqué le nombre de lits de réanimation en Allemagne et que visiblement en France, la proportion était moins importante. Ensuite, sur la commande de masques, est-ce que vous diriez que maintenant le problème est réglé? Ou bien est-ce que si une prochaine, soit une deuxième vague, soit une prochaine pandémie, il y aurait à nouveau des problèmes? Et enfin, vous nous avez dit que sur les employés des hôpitaux, donc les 2 hôpitaux, je pense Mulhouse et Colmar, il y avait 800 agents ou soignants, je ne sais pas qui avaient été malades. Ont-ils des séquelles? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait intégrer à la formation des soignants, parce que vous avez évoqué les infirmières qui étaient un petit peu démunies, donc dans leur cursus de formation, un petit quelque chose sur faire face à une pandémie, faire face à une pandémie virale notamment. Et enfin, est-ce que vous estimez que, alors vous nous avez dit qu'il faudrait un pilote, effectivement, mais est-ce que vous estimez qu'il ne serait peut-être pas nécessaire, puisque c'était assez exceptionnel, que vous ayez pu avoir un lien direct, alors peut-être vous l'avez eu, je sais plus ce que vous avez dit tout à l'heure, un lien direct avec l'État, parce que quelque part, le moyen de tirer vraiment la sonnette d'alarme, on a l'impression que vous ne l'avez pas eu pendant plusieurs jours. Voilà donc mes questions, merci d'avance pour vos réponses. Merci beaucoup, madame. Sur le matériel, oui, il y a eu du bricolage, indéniablement. Il y a eu du système D qui s'est mis en place, mais pour autant, ça ne s'est pas fait de manière régulière, ça s'est fait de manière exceptionnelle. Mais oui, le bricolage a existé, le système D a existé, le soutien du monde entrepreneurial à certains hôpitaux a existé. Bon, il y a là une très grande marge de progrès pour nous tous dans ce domaine-là. La situation aujourd'hui, je pense, est stabilisée en termes de masques, en termes de tests, en termes de réactifs. Oui, elle est là. Nous avons mis, vous le savez aussi, grâce à nos entrepreneurs, des masques en production. Il y a même un surplus et peut-être quelques catastrophes économiques aussi liées au choix de certains de se lancer dans cette fabrication. C'est pas le sujet, mais c'est quand même une réalité. Donc, aujourd'hui, je pense que la situation est stabilisée. Vous savez, nous avons créé aussi la première SEM médicale à cette occasion avec la Banque des Territoires et le CIC Crédit Mutuel qui nous permettent, au moment où ça coinçait encore, on se disait on va utiliser nos propres réseaux à l'image de ce que nous avons connu pour les masques pour commander des tests sérologiques, PCR, des machines, des automates de PCR, des écouvillons parce qu'il en manquait. Et finalement, on s'est retrouvé à la sortie de l'épidémie et les choses allant mieux, on n'a pas eu à utiliser là aussi les fonds que nous avions prévu d'engager. L'outil existe toujours et est prêt à être réactivé en cas de problème. Mais on a su faire preuve d'inventivité, d'imagination, j'y arriverai, pardon, et pour inventer un outil assez agile et très rapide. Les lits de réanimation, il en manque certainement, bien sûr, au quotidien en France, mais après, ça va être un choix. Ça va être un choix sur les dépenses de l'assurance maladie, sur le budget de la santé. Ça va être un choix de société. Je pense qu'on est face à un nouveau pacte social en France et la santé en fait largement partie. Aujourd'hui, est-ce que nous acceptons d'avoir un déficit chronique qui nous permette d'avoir peut-être des établissements qui ne sont pas bénéficiaires, qui ne vont pas être à l'équilibre, parce que structurellement, c'est extrêmement difficile de revenir à l'équilibre. C'est un choix qu'il va falloir discuter en France, qui dépasse peut-être le simple contexte du Ségur actuel, mais qui, je crois, doit être accepté à un moment donné ou pas par la population en général. Ça ne veut pas dire qu'il faut surconsommer du soin. Au contraire, je pense qu'il faut aussi le réguler, responsabiliser. Un nouveau pacte social, c'est à la fois plus d'exigence et plus de justice.
L'exigence, c'est de se construire aussi dans un tiers payant aujourd'hui qui permet à n'importe quel Français de ne pas connaître le coût des médicaments qu'il va chercher à la pharmacie. Il pourrait peut-être aussi, pour certains d'entre eux, quand ils ont la capacité de le faire, participer en partie à cette prise en charge. Donc, tout cela pour vous dire que oui, il manque des lits de réanimation, mais c'est un choix. C'est un choix qu'il faut qu'on fasse collectivement, que en tant que représentant de la nation, vous devrez peut-être aussi faire. La différence avec l'Allemagne, c'est pas simplement des lits de réanimation. C'est une stratégie différente. C'est un lien peut-être plus fort et mieux organisé autour du patient dans un réseau de soins entre la médecine libérale et la médecine hospitalière, doublé effectivement non pas forcément de plus de lits de réanimation, mais de lits de soins intensifs et de réanimation. Les lits de soins intensifs étant moins équipés, mais convertibles assez rapidement en soins en lits de réanimation. Et n'oubliez pas que les Allemands, contrairement à nous, ont mis au point et se sont entendus sur un test très rapidement, un test PCR, et ont testé. Ça n'a pas été notre cas. Et ils n'ont pas pris ce rouleau compresseur viral que nous avons connu chez nous, en région, et qui est irradié après partout dans le pays. Il y a quand même quelques différences totales de ce côté-là. Sur les commandes de masques, je vous ai répondu. Sur le témoignage de mon confrère de Colmar et sur la formation, c'est très lié, c'est-à-dire que cette formation au risque sanitaire épidémiologique existe très souvent dans la formation aujourd'hui des médecins et du personnel soignant sous le sigle NRBC, risque nucléaire, radiologique, biologique, chimique. C'est des états de crise. Là, on a été dépassé à la fois par l'ampleur, par un risque viral et par à la fois une impréparation de nos équipes à travailler ensemble et la difficulté aussi de mobiliser des moyens matériels. C'est ça. Et la question, alors, faut-il des stocks? Mais les stocks coûtent cher, c'est un choix. Qui c'est qui les entretient? Qui c'est qui les anime? Où est-ce qu'on les localise? Il existait quelques stocks de masques en France, mais quand on a vu la difficulté pour les sortir, c'est compliqué. Comment est-ce que là, on a une organisation régionale éventuellement qui se met en place, qui permet d'être très rapide? C'est nouveau, la question du chef de file, du patron. Si vous avez quelque part l'armée qui entretient en région un centre d'intervention, un hôpital militaire, c'est possible. On connaît aussi, il y a un excellent rapport d'ailleurs qui vient de sortir de la part du Sénat sur le service de santé des armées, où on voit bien que les moyens de ce service ont largement diminué et qu'il faut les soutenir. Ils ont fait la preuve de leur efficacité, de leur savoir-faire sur un terrain opérationnel qui est celui de la métropole. Heureusement qu'ils étaient là. Donc, cette formation, elle doit être dispensée dorénavant. Et elle est là. Je crois qu'il y a eu un masterclass fabuleux pour bon nombre d'étudiants, d'infirmiers. D'ailleurs, on fait partie des régions qui ont gratifié aussi financièrement. Et c'était largement normal. Les étudiants infirmiers et aides-soignants qui ont participé à la lutte contre cette crise. Mais aujourd'hui, oui, il faut changer de paradigme. Et il faut peut-être aussi clairement aller dans un transfert de compétences aussi médical vers du personnel infirmier, au-delà des pratiques avancées. En période de crise, l'infirmière, elle doit potentiellement avoir aussi une action beaucoup plus forte, beaucoup plus présente, mais ça s'encourage. Une infirmière de pratique avancée aujourd'hui, quand elle se forme, elle gagne 50 € de plus par mois. Ça n'encourage pas vraiment beaucoup les vocations. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame Jasmin. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Rotner. Alors, j'aurais pour vous deux petites questions. Vous avez évoqué votre situation géographique et vous avez parlé du fait que vous soyez dans une zone transfrontalière. Alors, je voudrais savoir si, d'une part, au niveau du gouvernement, hormis le fait que vous ayez pris contact avec les Allemands, est-ce que le gouvernement français, lui aussi, a pris ses contacts pour confirmer un petit peu votre démarche? Et puis, est-ce que vous avez également l'habitude de faire des évacuations sanitaires vers l'Allemagne avant cet épisode de Covid? Voilà, merci.
Merci, question extrêmement intéressante. J'avais un contact quasi quotidien avec Amélie de Montchalin, qui travaillait aussi avec Jean-Yves Le Drian sur les relations avec le gouvernement d'Angela Merkel. Vous savez, au-delà de ça, il y a eu la fermeture des frontières, il a fallu conserver la possibilité pour les frontaliers de passer, pour les marchandises, là aussi, de passer les frontières. Ça n'a pas été simple. C'était simple quand un ministre d'un land voisin dit chaque Français que nous repoussons permet de sauver la vie à un Allemand. Ça passe un peu mal. Donc, très bonne coordination entre la préfète, moi-même, Amélie de Montchalin, Jean-Yves Le Drian. Sur ces sujets-là, je dois dire que oui, il y a eu une vraie complémentarité et la possibilité, vous écouterez aussi Brigitte Klinkert demain soir, qui a joué aussi un rôle là-dedans, dans des contacts directs avec ses homologues transfrontaliers, même avec des médecins, pour essayer de déclencher, d'accélérer les choses. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. Là, parfois dans des relations interpersonnelles, qui ont joué aussi en termes de confiance, au-delà de ces peurs primaires et un petit peu populaires. Maintenant, oui, nous sommes en zone frontalière, et j'aimerais que Paris regarde un peu ces zones frontalières avec les yeux de l'amour, en se disant que nous sommes les marins de la Terre en Europe, et que nous avons la capacité aussi d'être une chance pour la France, et d'être une zone non pas d'exception, mais dans laquelle on puisse expérimenter les choses. Et la santé fait partie justement de ces irritants du quotidien. Quand vous faites un infarctus et que vous êtes au bord de la frontière en France, à 3/4 d'heure d'un hôpital, et que de l'autre côté de la frontière, vous avez un centre hospitalier qui peut vous accueillir à 10 minutes de chez vous, eh bien, c'est pas toujours possible d'aller se faire soigner en Allemagne. Je trouve pas ça normal d'aller dans un espace européen de coopération. Nous avons 4 frontières. C'est extrêmement compliqué. Il y a des accords qui commencent à se mettre en place. Les accords d'Aix-la-Chapelle vont nous permettre aussi de soigner ces irritants du quotidien. Mais une des leçons de la crise, c'est bien celle-là. Nous devons aujourd'hui, en matière de santé, permettre de se faire soigner de part et d'autre de la frontière de manière facilitée. Et nous avons des centres d'excellence des deux côtés de la frontière. On ne va pas simplement de la France vers l'Allemagne. Les Allemands ont aussi, sur un certain nombre de pathologies, intérêt à venir chez nous. Ils vont les CHU d'excellence, des centres de recherche absolument brillants. À nous de faire valoir aussi nos qualités. Merci. Monsieur Paco. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Rottner, merci pour votre témoignage précis et précieux. Je suis sénateur de l'Oise. Donc l'Oise est un département qui malheureusement a été le premier touché, qui a été un peu moins touché que le Grand Est ensuite en termes de bilan, mais qui a quand même payé un lourd tribut. Merci pour vos réflexions relatives à une optimisation du système de santé. J'ai bien entendu tout ce que vous avez dit concernant l'ARS. Moi j'ai 2-3 toutes petites questions très brèves concernant vos relations avec l'État. Vous nous avez parlé d'un SMS au chef de l'État le 4 mars au soir. Vous avez parlé des problématiques concernant les réquisitions de masques. Je voudrais savoir si certaines des demandes que vous avez faites, des demandes très précises certainement, ont pu être prises en considération immédiatement et suivies de décisions de l'État. Je vais prendre un exemple. Est-ce que le Haut-Rhin, comme l'Oise et le Morbihan, ont été des départements où les écoles ont été fermées 15 jours avant le reste du pays? Est-ce que vous avez parlé de vos déplacements dans vos lycées? Est-ce que vous avez effectué des demandes très précises alors ça peut être à votre préfet de région ou au préfet de département, ou vous avez parlé de vos relations avec le président de la République, avec le Premier ministre. Est-ce que certaines demandes très précises de votre part ont été prises en considération et lesquelles? Merci beaucoup. Alors, l'Oise avait 15 jours d'avance sur nous. Et je sais que nos médecins ont beaucoup échangé pour connaître la situation des uns et des autres. Moi-même, j'ai échangé un petit SMS de soutien à l'ancien sous-préfet de Mulhouse, qui est Louis Lefranc, qui est notre préfet de département aujourd'hui, pour lui souhaiter un bon rétablissement, parce que je crois qu'il a été atteint à ce moment-là. Caroline Cailleux aussi, nous avons échangé un petit peu ensemble pour connaître la situation exacte. C'est ça aussi, cette forme de solidarité d'ailleurs, qui s'est mise en place avec beaucoup de secteurs, comme plus tard avec Paris.
J'essaie toujours de rester à ma place. Oui, j'ai pu user parfois de mon influence, de mes réseaux, quand il y a des choses qui coinçaient. Mais la décision, à un moment donné, de fermer ou pas les écoles, il faut bien se dire, le rassemblement religieux, c'est 2000 personnes, 300 enfants. Ça correspond, de mémoire, je crois, à 75 écoles qui étaient concernées potentiellement par ces gamins dans notre département. La question pour le préfet, avec les élus qu'il a partagés, c'est faut-il fermer ou pas? Je sais qu'il y a eu des allers-retours avec son ministère de tutelle, il y a eu des allers-retours avec la santé, il y a eu quelques heures et quelques jours d'hésitation avant la décision, je crois, en 8 mars de mémoire, ou le 6 mars, pardon. Le 6 mars du préfet pas du préfet, du Premier ministre, eh bien, de passer en stade de renforcer, autant dans l'Oise que dans le Haut-Rhin. C'était bienvenu. Ça a permis là aussi au préfet d'avoir une action beaucoup plus coordonnée, pas d'hésitation. Et d'ailleurs, aux élus locaux, la maire de Mulhouse a pris aussi la décision d'aller plus loin que les décisions du préfet en fermant un certain nombre d'établissements publics. Donc, je n'ai pas revendiqué de fermeture, j'ai simplement à un moment donné alerté, soit directement, comme vous l'avez expliqué, soit un peu plus tard dans la presse. J'ai eu des échanges, c'est vrai, avec le Premier ministre aussi. J'estime que les signaux que j'ai pu remonter, mais ça n'a pas été des exigences de ma part, j'aurais été bien mal placé pour le faire, ont été entendus et la décision le 16 mars d'envoyer des renforts de l'armée à Mulhouse, c'est quand même là aussi des signaux que j'ai pu envoyer au niveau national, autant dans un dialogue que j'ai eu avec le président du Sénat. Je sais qu'il a rencontré d'ailleurs le chef de l'État quelques heures avant son discours, autant avec le cabinet du président de la République, le Premier ministre ou Olivier Véran. Voilà, vous avez pu suivre l'audition de Jean Rottner, président de la région Grand Est, région particulièrement touchée, on le sait, par la crise du Covid-19. Il était auditionné la semaine dernière par la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de cette crise du coronavirus. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité parlementaire et tous les articles de la rédaction sur notre site internet publicsénat.fr et je vous souhaite une excellente journée à tous.